Voilà, on est à Ambre, on est sur la route départementale et on est dans les fumées. On voit pas à 5 mètres. C'est infernal. C'est la folie. C'est l'apocalypse là. Destruction des habitats sauvages, perte de biodiversité, changement climatique. Le monde a déjà franchi 4 des 9 limites planétaires. Mais la situation s'aggrave. En effet, le 18 janvier 2022, des scientifiques du SRC ont pour la première fois évalué l'impact du cocktail des polluants comme les antibiotiques, les pesticides ou les plastiques sur la planète. Ils estiment qu'un 5e seuil critique vient d'être dépassé. Si les auteurs de l'étude pointent l'importance de passer à une économie circulaire massive, ils appellent surtout à fixer un plafond de production et de rejet des produits chimiques. Dans une époque marquée par la mondialisation où la planète souffre d'une dégradation et destruction extrême de son environnement et de ses écosystèmes, il est important de varier les échelles d'observation et d'articuler le global et le local. La Graine 2 vous emmène dans le Tarn, entre Lavore, Ambre et Giroussens. Ces 3 communes ont tout un point commun, le domaine de Fontorbe. Mais le domaine de Fontorbe, c'est quoi? Alors que la taille moyenne des vergers français est inférieure à 40 hectares, le domaine de Fontorbe exploite 350 hectares sur ces 3 communes. Il y produit essentiellement des pommes. En avril 2021, vous avez certainement entendu parler de lui. À cause du gel tardif, ce dernier a brûlé de la paille mouillée mélangée à du gasoil, formant d'épaisses fumées noires, toxiques, à des kilomètres à la ronde. Bilan, une vingtaine de personnes a dû être hospitalisées. Des centaines ont été intoxiquées par les fumées d'hydrocarbures. Le domaine de Fontorbe est un des exemples du problème entre l'économie et les enjeux climatiques. Car au-delà de l'épisode des fumées, une autre pollution, invisible, inquiète les riverains, les épandages de pesticides. Bonjour à tous. Je pense que la première chose à faire, c'est peut-être qu'on pourrait s'applaudir tous ensemble d'être là, même si on aurait peut-être aimé se retrouver pour d'autres circonstances. Mais cette manifestation, cette mobilisation, elle se veut avant tout citoyenne et dans la bonne humeur familiale. Il y a beaucoup d'enfants. Mais on peut peut-être tous taper dans les mains. Ça fera peut-être venir d'autres personnes. On se rassemble, c'est parce que la semaine dernière, il y a eu ces problèmes de fumée qu'on a tous respiré à plein poumon. On n'est pas en train de lutter contre les agriculteurs, mais bien contre un groupe industriel qui représente plus de 300 hectares, donc il n'y a pas d'amalgame non plus. Les agriculteurs, voilà, je veux dire, on les respecte et on sait qu'ils font un travail difficile, mais il y a d'autres méthodes que de faire cramer de la paille avec du fioul, notamment. Les bourgeons de ces pommiers sont en train de pointer le bout de leur nez avec une dizaine de jours d'avance par rapport à l'an dernier. Une menace climatique pèse sur eux, le gel. Pour éviter toute perte due au froid, plusieurs méthodes sont employées dans ce verger de 325 hectares. La plus visible pour le voisinage, ces bougies, 75 000 au total, qui seront allumées pendant les nuits critiques, une à une à la main. De l'autre côté de la goutte, de jeunes plants de kiwi à protéger aussi. Dès 0 degré, ils sont aspergés. L'eau se transformant en glace préserve alors les bourgeons. Voilà, on rentre dans les pommiers. Toutes les bougies sont allumées. Donc on voit effectivement cet épais nuage de fumée. Et puis les arrosages. Là on est sur les kiwis. Donc tous les kiwis ont été arrosés toute la nuit. Donc des milliers de litres d'eau qui ont été pulvérisés de manière justement à ce que le gel ne prenne pas.
Au mois d'avril, il y a eu déjà plusieurs jours de gel consécutifs qui ont nécessité un épuisement en fait, quasiment de tout le stock qu'ils avaient de bougies. Et puis la nuit du 12 au 13, là ils annonçaient des fortes gelées et ils se sont retrouvés en fait sans stock. Avec un épuisement des stocks au niveau européen, dans le sens où tous les viticulteurs, les arboriculteurs étaient dans la même situation. Et en fait, ils ont pris la décision, plutôt que de risquer de perdre une partie de leur culture, d'aller coûte que coûte lutter contre le gel. Et là, ils ont mis 120 tonnes de paille dans l'ensemble des vergers, qu'ils ont allumé au gasoil pour que ça prenne correctement. Et ils n'ont pas maîtrisé du tout la gestion de ces incendies-là. Et la paille humide, en fait, a fait une fumée opaque qui a envahi l'ensemble du territoire, au point qu'on ne voyait pas 2 mètres. Voilà, donc je suis en train de redescendre de Montferrier. Juste en face de moi, c'est le village d'Ambre, qui est à moitié dans les fumées. Et puis effectivement, on voit qu'ici, il y a de la fumée blanche, des bougies de stérine, et de la fumée noire, qui sont les chaufferettes de gasoil, qui sont brûlées par les vergers de Fontorbe. Voilà, pour un petit état des lieux. On s'est réveillé, ça sentait le cramer. Donc on est arrivé, la pièce était complètement enfumée, sachant qu'on a quand même une sacrée hauteur sous le plafond. On voyait rien, on s'est mis à tousser, les yeux qui pleurent, et puis là on a regardé dehors et c'était noir, 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 on voyait rien. Du mal à respirer, surtout dans la nuit. Regardez. J'ai eu des vomissements incessants, du mal à respirer, mal à la tête. Donc je suis parti aux urgences où ils ont mesuré mon taux de carbone dans le sang. J'étais à 6,6, il faut être inférieur à 2 en temps normal. On est en danger de mort, réellement. Il faut qu'ils en prennent conscience parce que si je restais là, si je me levais pas le matin, si je dormais 2 heures de plus, je me réveillais peut-être jamais. On est, je dirais, 2000 personnes à être réveillées en pleine nuit. À inspecter sa baraque en pensant tous qu'on est en train de cramer. Je me réveille du coup à 7h du matin pour nourrir mon enfant et là je me rends compte par contre que c'est pas du tout normal. En ouvrant le volet, je ne distingue pas à 4 mètres de ma terrasse ce qui se passe à l'extérieur. D'épais nuages nous envahissent, une odeur insoutenable d'hydrocarbures, on sent tout de suite une fumée, on se rend compte que c'est pas normal. Je suis revenue à la maison vers 11h, mon mari était là avec les enfants et là j'ai vu tout était noir. Mon chat blanc était noir, ma voiture était noire, enfin tout, mes meubles de jardin, tout était noir et je me suis mise à tousser parce qu'en fait j'ai dû ouvrir ma fenêtre pour conduire parce que je voyais vraiment rien. Et les pompiers continuaient à intervenir dans les champs qui sont là, donc on entendait les sirènes et tout ça. Et ils ont commencé à faire du porte-à-porte pour savoir comment on allait et mesurer le dioxyde de carbone présent dans les maisons. Il y a eu un plan blanc qui a quand même été déclenché à Lavore avec plus de 20 personnes qui ont été hospitalisées d'urgence. On aurait pu avoir des personnes qui restent. Il y a eu des intoxications au CO2, au monoxyde de carbone. Donc c'est terrible en fait de se dire que ces nuages, un peu comme Tchernobyl, ils allaient rester cantonnés au verger et ça a envahi vraiment toute la plaine du Voré. Ils se sont dispersés très 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 loin. Le maire d'Ambre travaille à Toulouse et il nous a dit que le nuage l'avait suivi jusqu'à Verfeil. Donc là aussi, c'est terrible en fait de se dire que ces gens-là aient pu se dire qu'ils allaient maîtriser le feu. Je regrette effectivement qu'on se soit retrouvé dans cette nuit du lundi au mardi dans cette situation à générer des tels désagréments à la population et de mettre la vie des gens en danger. Donc ça oui, il y a un vrai regret d'avoir perdu la maîtrise ce soir-là. Une fois de plus, situation exceptionnelle, jamais connue ni par les équipes, ni par l'encadrement. Et donc en essayant d'utiliser des techniques qui autrefois étaient utilisées, certainement mieux maîtrisées également. Le directeur des vergers, localement Cronier, est mis en garde à vue pendant 48 heures. Le président du groupe, Didier Miolan, est mis en garde à vue pendant 24 heures. Néanmoins, les 4 nuits qui suivent, rebelote. Si c'était aussi simple d'avoir des solutions, j'allais dire, non invasives, économiquement viables, elles seraient déjà en place. Lucas Cronier a sollicité la préfecture et les maires des communes concernées pour un entretien. Une enquête est toujours en cours pour mise en danger de la vie d'autrui. Il y a la difficulté à lutter contre le gel. Un petit arboriculteur qui a 40 hectares, il peut le faire.
Un verger de 350 hectares, c'est quelque chose de monumental. Aller allumer des bougies sur l'ensemble du verger, enfin, c'est un travail phénoménal. Tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est dans la démesure. Et cette démesure-là, elle est aussi à la hauteur de ce que représentent ces vergers. Beaucoup d'habitants du Voret sont restés avec en tête un verger local. C'est-à-dire qu'une exploitation, entre guillemets, familiale, même à l'époque de Fabre, voilà, ça restait quelque chose de local, même si c'était déjà d'une grande ampleur. « 5 juillet 1962, scène de liesse à Alger. Après 8 ans d'une guerre sanglante, l'Algérie est indépendante. C'est le général de Gaulle qui l'a proclamé 2 jours plus tôt et 2 mois et demi après la signature des accords d'Évian qui mettent officiellement fin à ce qu'on appelle encore alors les événements d'Algérie. S'ensuit l'exode de 900 000 colons qui se sentent abandonnés et craignent pour leur vie, des Français qui souvent n'ont jamais connu la France. Quand l'Algérie est redevenue algérienne, les Pieds Noirs ont été accueillis à divers endroits de manière assez favorable en France. Ils avaient beaucoup des connaissances agricoles, et notamment dans la ville de Tierceville, qui était donc en Algérie, ils avaient des connaissances en arboriculture. Et la ville de Lavore et les politiques locales ont facilité l'installation de communautés agricoles, arboricoles, Pieds Noirs. Et donc s'est constituée à ce moment-là la SCATA. SCATA, c'est Société coopérative agricole Tierceville à Goutte. C'est là que s'installent à Lavore les cultures fruitières, en bord d'Agoutte. Pas mal de pommes et pas mal d'autres types de cultures. Et la SCATA, du coup, c'est une société coopérative, donc elle avance en tant que coopérative agricole jusque pendant une vingtaine d'années. Et après, ça périclite financièrement, en tout cas, ils ont des grosses difficultés début des années 80. Et là, politiquement, il y a des choix qui sont faits pour que ça puisse rester en activité. Et donc, il est demandé à Pierre Fabre de récupérer le bébé, on va dire, et de réinjecter un peu de pognon pour que ça puisse continuer à tourner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, finalement, tu as Fabre qui est le gestionnaire. Mais c'est que se succède à la direction des vergers un ensemble de personnalités politiques et économiques locales. C'est pour ça que les vergers de Fontorbe, les vergers de Lavore, ont une histoire qui est très liée à la sphère politique et économique locale. Et donc Fabre reprend ce truc-là pendant quand même 20 à 30 ans, une trentaine d'années. Et en 2014, Pierre Fabre vend les vergers avec pas mal d'implications des communes environnantes pour justement trouver un repreneur. Et les vergers ont été repris par une société qui s'appelle les Vergers du Sud, qui est implantée dans le Gard. Les informations qu'on a sur les Vergers du Sud, déjà il faut dire que c'est quand même assez compliqué d'en obtenir, puisque c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, donc il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. Les meilleures infos qu'on peut trouver, c'est en allant sur les profils LinkedIn des personnes qui dirigent l'entreprise, en allant sur les sites un peu de presse, qui sont spécialisés dans les fruits et légumes, et qui donnent un peu les stratégies d'entreprise. Donc on a quand même réussi à avoir pas mal d'infos. Je ne sais pas trop par où commencer, mais voilà, c'est surtout dire que c'est une entreprise qui est en pleine expansion, qui est née dans les années 80 dans le sud-est de la France, parce que c'était Didier Miolan qui est son PDG, qui est un arboriculteur à la base, et qui a investi pas mal après dans d'autres vergers, qui s'est étendu du coup jusqu'au sud-ouest. Il en a 4 aujourd'hui. Le verger du Sud est très lié à Blue Whale, qui est leur société qui va commercer les productions qu'ils amènent. Et Blue Whale est présent dans plus de 80 pays. Et Didier Miolan, qui est le PDG des Vergers du Sud, est aussi l'actionnaire principal de Blue Whale et le vice-président de Blue Whale. Donc les deux sont organiquement liés, c'est vraiment la même chose, ce sont les mêmes personnes. Pareil, Blue Whale, ça représente 330 producteurs qui sont en coopérative. Ils produisent 50 000 tonnes de pommes à l'année. Donc c'est le leader sur le marché. Et ce qu'on voit des Vergers du Sud, c'est que et d'ailleurs ça se ressent sur les vergers de Fontorbe,
Je crois que c'est 330 hectares aujourd'hui, donc c'est assez énorme. Et vu que c'est en pleine expansion, que c'est en pleine croissance, ils ont une activité qui est en flux tendu, parce que voilà, ils ont des demandes d'export, etc. Donc ils sont obligés de produire, donc ils sont dans une logique productiviste. 75% c'est de l'export. Les clients principaux c'est au Moyen-Orient, au Royaume-Uni. Il y a quand même des parcelles bio qui, elles, restent en France. Je crois que les kiwis aussi restent pour le marché national. Et ce qui nous interroge, surtout moi en tant que maman, c'est qu'ils ont un contrat avec Blédina. Blédina, donc, il m'a assuré par mail la semaine dernière faire près de 300 contrôles sur ces pommes. Donc ça revient à faire plus d'un contrôle par jour ouvré. Donc c'est quand même... ça montrerait quelque part le sérieux de la marque, mais ça demande aussi à être creusé derrière sur vraiment la quantité de ces contrôles et sur quoi ils portent. Mais du coup, ça reste vraiment une toute petite minorité qui est destinée au marché français. Et savoir comment est-ce que les hydrocarbures qui ont été brûlés ce printemps se retrouvent finalement dans les pots pour bébés. Alors ça, pour le moment, je ne veux pas du tout aller incriminer. Je pense que la marque fait suffisamment son travail. Moi-même, je nourris mon enfant avec du Blédina. Mais c'est vrai qu'on pose des questions maintenant aussi sur l'image, être associé à ces bergers qui se comportent ainsi. Quand on a acheté la maison, donc en janvier 2010, il y avait quelques pommiers, mais des vieux arbres aux alentours là-bas. Et le champ devant chez nous, c'était des tournesols, champs de tournesols. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, ils ont brûlé les vieux pommiers, donc des grands feux. C'est resté en friche quelques temps. Peut-être 1 an ou 2, et après ils ont commencé à replanter. Et depuis 1 an et demi, on a les kiwis maintenant. On a les pommiers et les kiwis. La haie, là, c'est eux qui l'ont plantée pour soi-disant nous protéger quand ils mettent les pesticides. Ouais, mais ceux-là, moi, ça y était pas ça quand j'ai acheté la maison. Ici, tout là, c'était pas planté. Et donc là, ça va. D'où l'expression de mes enfants, paumé au milieu des pommiers. Les vergers ont gagné plus de 100 hectares en quelques années sur Ambre. Et en fait, une volonté forte de VNE aujourd'hui, c'est de stopper cette extension. C'est-à-dire qu'on demande réellement, et c'est aussi d'ailleurs la demande de nombreux élus, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il ne faut plus que les vergers s'étendent. Et à contrario, il faut qu'ils investissent pour améliorer l'existant. Donc arrêter d'acquérir des terres qui en plus, cet accaparement des terres fait monter le prix du foncier, rend difficile cet accès du foncier à des maraîchers, etc., qui voudraient s'implanter sur le territoire et amener, on va dire, une résilience alimentaire locale. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que les prix ont monté. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement important. Et tout le reste en dépend, en fait. On voit la ville de Lavore qui est au fond, là, avec les silos et la cathédrale. Donc la plus grosse partie là, des vergers qu'on voit juste devant nous, c'est ceux qui sont historiquement implantés sur le domaine de Fontorbe. Donc là, c'est plusieurs centaines d'hectares, c'est un peu plus de 200 hectares qui étaient implantés historiquement. Et puis avec le rachat donc, de ces vergers par le groupe des vergers du Sud, il y a eu une extension sur Ambre. Donc les 2 vergers qu'on voit sur cette partie-ci, qui sont les plus récents, en fait, qui sont sur de la pomme bio, là où il y a le plus de plastique, en fait. Et puis tout au fond, la plaine d'Ambre qui a été plantée principalement à partir de 2017. Là, le risque, effectivement, si ils veulent continuer à s'étendre, c'est de s'étendre déjà sur la partie qui est déjà investie là-bas, donc, où il y a encore pas mal de champs qui sont libres. Et puis potentiellement, ça peut être toute la plaine ambraise. Donc en termes d'esthétique, c'est loin d'être le top. Et puis bien évidemment, avec tout l'impact que ça a sur les sols, l'environnement et puis les populations qui habitent à côté. En bas, il y a un lotissement qui a été développé il y a quelques années maintenant.
Et eux, ils sont aux premières loges. Hein. Avec malheureusement en plus une bonne partie des gens qui n'ont pas conscience du tout de l'impact des vergers sur leur vie, sur leur santé, etc. Le gros problème des vergers, dans cette petite zone du Voret et de Ambre, ça devient une monoculture. Et le problème de la monoculture, c'est qu'il y a un dérèglement écologique majeur dans cette petite zone. Et du coup, ça ne peut pas marcher. En fait, de toute manière, à chaque fois qu'il y a des monocultures quelque part, on voit bien qu'après, il faut augmenter le nombre de traitements, parce que les ravageurs arrivent en masse. Il n'y a plus d'équilibre. En fait, l'écologie et l'environnement, il doit y avoir un équilibre de tout. Et là, eux, ils nous perturbent l'équilibre écologique de la région. Donc, c'est pas bon. On a essayé de faire ressortir suite à l'épisode des fumées antigel. On a vu qu'effectivement ces fumées elles ont envahi l'ensemble du Voret. Hein. Donc, selon l'orientation du vent sur cette semaine-là, un coup ça partait sur Giroussens, Saint-Sulpice, Saint-Lieu-les-Lavores. Le jour où il y a eu le plus gros épisode avec les fumées opaques, c'est parti direction Fiac, la Cougotte-Cadoul. Enfin, ça a vraiment envahi l'ensemble du territoire. Et ça a fait prendre conscience aux gens que finalement ces fumées, si elles les touchaient directement, ils pouvaient être touchés aussi par tous les épandages de pesticides. Et donc, il faut s'imaginer des dizaines de tracteurs en train de pulvériser et en hauteur, pas comme les vignes où ça va être vers le sol, mais là, les arbres, c'est vraiment en hauteur, avec des produits dont on ne maîtrise pas du tout, les compositions. On ne nous a jamais communiqué la liste de tous ces produits. Il y a entre 35 et 40 traitements en moyenne par an. Donc, c'est-à-dire que sur les périodes de mars à juin, il y a quasiment des tracteurs qui traitent tous les jours sur l'ensemble du domaine, avec une réglementation qui est quand même assez stricte, c'est que tout épandage, quel que soit le produit qui est épandu, il est formellement interdit dès qu'on dépasse 19 km/h de vent. Donc 19 km/h, pour faire simple, c'est quand les feuilles des arbres commencent à bruisser, donc c'est assez facile à repérer. Et bien évidemment, avec des dérives de ces produits-là, sur tout l'environnement, les habitations qu'il y a autour, et de manière complètement invisible, contrairement aux fumées. Régulièrement, en fait, on leur demande de venir. Enfin, on a déjà eu des réunions ici même. On leur demande de respecter un minimum, donc fermer les bus quand ils tournent, de ne pas pulvériser quand il y a du vent. Et ça, régulièrement, on les prend sur le fait accompli. On appelle la gendarmerie, on appelle la mairie. Bon, ils s'en moquent. Un quart d'heure après, c'est reparti. Mais bon, voilà, on le signale quand même, on continue, on ne se lasse pas parce que c'est comme ça, au bout d'un moment, qu'on va finir peut-être par y arriver. À chaque coup qu'il y a des épandages illégaux qui se font, généralement, la gendarmerie est alertée. Ils se déplacent sur les vergers. Et en fait, la mesure qui est faite de la vitesse du vent, elle est faite par les vergers eux-mêmes. Donc, une problématique, vraiment, les gendarmes n'ont pas aujourd'hui les moyens d'avoir un appareil qui mesure le vent. Donc c'est une des demandes qu'on fait notamment au niveau de l'association, c'est d'avoir des mesures indépendantes qui puissent être organisées par les communes elles-mêmes, par les gendarmes, et d'avoir encore une fois des sanctions quand il y a quelque chose qui ne respecte pas la législation. Alors les vergers se retrouvent à plus d'1 kilomètre devant l'habitation, donc on n'est pas du tout en proximité directe. Des vergers, bien au-delà des 5 à 20 mètres réglementaires entre les zones d'épandage et lieux d'habitation pourtant. Des résidus de pesticides se trouvent sur ces fenêtres. Une découverte faite après sa participation à l'enquête de l'ONG Génération Future. Donc avec cette lingette, j'ai juste eu à la passer sur ma fenêtre à l'extérieur et ensuite à la mettre dans un petit bocal et l'envoyer au laboratoire de recherche. À quelles substances sont exposés les habitants à proximité de vignes et vergers? Chez Florence, les laboratoires ont découvert du fluopyram, le fongicide numéro 1 pour traiter les vergers, et du métolachlore,
un herbicide pourtant interdit depuis 2003. Un temps après, j'étais quand même très surprise de retrouver cette molécule sur ma vitre. On espère que les personnes responsables vont prendre conscience de l'impact qu'elles ont, parce qu'elles nous disent que tout est sous contrôle, que les produits restent sur les cultures. Là, on se rend compte que pas forcément. Impossible de savoir d'où viennent exactement toutes ces traces de pesticides, par nature volatiles. Nous avons rencontré Lucas Cronier à Lavore, l'arboriculteur le plus proche de chez Florence. De mars à juin, il épand pesticides et engrais sur 324 hectares d'exploitation et se défend de respecter la réglementation. Tous les ans, des prélèvements sont faits en quantité sur nos productions pour justement vérifier les résidus en pesticides. On est toujours très loin de en dessous de toutes les réglementations. Que ça pose des questionnements aux riverains et autres, je l'entends. Après, résidu ne veut pas forcément dire risque. Le Conseil d'État, lui, a demandé au gouvernement de renforcer les règles d'utilisation des pesticides d'ici janvier 2022. Le gros problème qu'il y a avec tous ces épandages et toutes ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas d'instrument de mesure. Nous ne disposons pas, il n'y a pas d'un service public de mesure sur place. Bon. Atmo, donc, qui est l'agence publique qui mesure les émanations, les pesticides dans l'air, a fait une étude qui a été rendue publique en novembre 2020 sur les années 2018-2019, à proximité justement de vergers, très importants, dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne, et avec toutes les molécules qui sont retrouvées donc dans l'air. Et ça permet, si tu veux, de comprendre qu'à proximité de tous les vergers industriels, on va retrouver les mêmes particules. L'objet de la présentation, c'est l'impact des produits phytosanitaires, en particulier des pesticides, sur une population de riverains. Bon, on est un peu en pétard, nous, FN 82, parce qu'on nous avait dit que l'histoire des riverains avait été publiée. Or, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, et maintenant, on sort Pestirive. Je rappelle que la première étude, j'en parlerai tout à l'heure, de Pestirive date de 3 ans, et uniquement sur 37 foyers, alors que nous, on a interrogé plus de 1000 foyers. Donc, ça ne fait pas très sérieux, tout ça. C'était une enquête qui n'avait pas du tout été réalisée. Et on s'est dit qu'il serait peut-être important, parce qu'en fait, les premiers impactés, quand il y a des épandages, il n'y a pas tant d'agriculteurs que ça. Certains habitent sur place et d'autres pas. Et en fait, ceux qui sont tout le temps présents à côté des cultures, ce sont bien les riverains. Et donc, on a déterminé différentes zones, ceux qui étaient vraiment très proches. On a même pu constater, alors on a dit 50 mètres, mais au cours des enquêtes, on a vu que parfois, c'était même pas 50 mètres. Et donc, on a été jusqu'à 500 mètres. Et bien évidemment, s'il y a des vents portants, ça peut aller au-delà. Notre grande surprise a été, bien sûr, les tumeurs cérébrales. On a eu relativement important dans la commune au sud, les tumeurs de la peau. Et puis surtout, grande surprise aussi, c'est le rein, cancer du rein. Si bien qu'actuellement, l'équipe de Bordeaux a même publié un papier où elle dit tout patient qui est atteint d'un cancer du rein et qui a été au moins pendant 3 ans, soit riverain, soit agriculteur, soit en contact avec les pesticides, on doit mettre une relation entre cancer du rein et pesticides. Voilà, sur les leucémies, sur les hémopathies malignes, ça change complètement puisque ça, c'est pas isolé. Donc nous, on l'a isolé et vous voyez, bon, on n'a pas de leucémie au nord-ouest, mais on a des leucémies chez nous, des leucémies lymphoïdes chroniques qui apparaissent. On a des lymphomes, vous voyez. Je peux vous dire, moi, que si vous avez de la vigne, c'est pas un symptôme neurologique. Si vous avez des pommiers ou des vergers, c'est probablement une hémopathie maligne. Ensuite, les lymphomes, quand même, c'est la grande surprise, les lymphomes. Les myélomes, et quand on regarde les points de vue neurologiques, eh bien, la grande surprise, on pensait trouver beaucoup de Parkinson. En fait, le Parkinson, c'est un diagnostic très difficile à faire. Par contre, la grande surprise, c'est les Alzheimer. Et vous verrez qu'il y a une notion importante qui va sortir, qui s'appelle la surcontamination, la surexposition. Quand vous avez un médecin qui, dans son exercice de 35 à 40 ans, voit une leucémie et que là, ils en voient 5 ou 6, ça m'a posé problème. De même, quand j'ai vu l'explosion
des syndromes cognitifs du sujet âgé, quand je vois maintenant les problèmes d'autisme, quand je vois les problèmes de thyroïde, quand je vois les problèmes de certains cancers émergents, et puis surtout on a démontré bien sûr les familles, il y a des familles, et puis il y a une séquence de cancers. C'est quand même surprenant, 3 cancers en 8 ans. En ce qui concerne les autres impacts, il y a un impact sur l'utilisation des ressources en eau. Il y a une bonne partie des vergers, pour ne pas dire la totalité, qui sont irrigués. Il faut savoir quand même que cette eau, elle est pompée dans la goutte, que les ressources en eau, il va falloir se les partager dans les années à venir. L'autre problématique effectivement qui est liée notamment à l'aspersion, c'est que les berges de la goutte sont des berges qui sont avec une pente qui est relativement importante et qui naturellement sont sujettes à l'érosion. Et ce qui est certain, c'est que l'aspersion qui ramène des millions de litres d'eau sur les vergers, ça redescend vers la rivière obligatoirement et ça a tendance à embarquer aussi les rives. Donc c'est un phénomène qu'on voit pas mal sur Ambre. Il y a plusieurs maisons et propriétés qui sont impactées par ça. Et depuis qu'il y a les vergers sur Ambre, le phénomène s'est accéléré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 maisons qui sont en péril, qui ont perdu de la valeur, pour lesquelles potentiellement il y a un risque d'effondrement directement dans la rivière. Donc en fait, pour situer, on est en bord à goutte. Donc on est à Ambre, tout au bout en bord à goutte, à savoir qu'on a l'Avor en face et vraiment la rivière passe en bas. Et à l'époque, la cause je la connais pas, hein, donc c'est des points d'interrogation que je mets parce que j'ai pas les réponses, on n'a pas les réponses. Et en fait, début du premier confinement, donc mars 2020, on a commencé à avoir des morceaux de rive, mon voisin et moi, qui sont tombés sous nos yeux. Et en fait, on ne sait pas si c'est donc en 2000, je sais plus quelle année, 2000. Il y a 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont créé le barrage ESL, donc l'énergie électrique de l'Avor, a créé un barrage en amont et l'eau est montée un petit peu. Alors, on ne sait pas si c'est du fait que l'eau monte et que les kiwis sont arrosés intensivement. C'est arrosé. Or, parfois, pour le gel aussi, ils arrosent. Donc, on pense qu'on est pris en sandwich, en fait, entre la goutte qui est montée et l'arrosage intensif des pommes et des kiwis. Et on est au milieu, donc voilà. Pour l'instant, il faudrait faire une expertise. Ça coûte très cher. Donc, avec nos voisins, on n'a pas forcément les moyens de mener cette expertise. L'expertise, il y en a à peu près pour 20 000 € minimum. Ça, c'est l'expertise. Sans expertise, on ne peut pas mandater d'avocat. Donc, en plus, il faut payer les frais d'avocat. Et tout le reste. Donc, là, on va plutôt aller par là. Mais avant, c'était pas aussi à pic. Donc mon voisin, lui, il a perdu ses rives de l'autre côté. Et nous, l'arbre qui est ici, il était là. Là, il y avait cet arbre. Et ça a glissé comme ça. Et là, tu vois, je sais pas si tu le sens, mais là, on perd des petits morceaux un peu tous les jours. Dès qu'il pleut ou quand il y a du gel et qu'ils arrosent, moi, je dors pas la nuit, quoi, en fait. Mais vraiment. Je sais jamais quand ça va arriver. Et au niveau des assurances, donc rien n'est pris en charge. Il faut savoir que quand on est assuré, mais c'est tout le monde, c'est pas mon assurance, hein, les extérieurs ne sont pas assurés. Donc en fait, à partir le jour où j'ai une fissure qui apparaît dans cette pièce ou ailleurs, là je suis expulsée et la mairie doit me reloger en urgence. Mais sinon les assurances, rien n'est pris en charge, absolument rien.
Donc je ne récupère pas ma maison, je ne récupère rien, je continue à payer les banques, mon emprunt, pour rien. Je m'appelle Léa. Alors moi j'habite pas dans le coin. En fait je suis là en soutien. C'est une ONG qui s'appelle React et qui vient en soutien de VNE notamment pour structurer, organiser ce genre de réunion. Je suis coordinatrice de l'ONG React Transnationale qui est donc une organisation qui appuie les mobilisations des personnes affectées par les abus des multinationales. Et donc voilà, l'idée c'est d'appuyer que ce soit des collectifs de riverains, des syndicats de travailleurs pour permettre de se renforcer face à ces multinationales et puis surtout de se mettre en lien avec d'autres collectifs, d'autres syndicats qui sont implantés et qui se battent contre la même cible, contre la même entreprise pour pouvoir s'organiser à l'échelle de cette entreprise, quoi. Avant d'imaginer tous les différents leviers qu'on va pouvoir saisir contre la cible, nous, notre premier objectif, c'est déjà de renforcer l'organisation de base, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que dès qu'il y a des terres qui se libèrent ou qui sont à vendre, ils arrivent à avoir une priorité. Alors effectivement, ils ont des porte-monnaies bien pleins, donc forcément ils mettent le prix qu'il faut pour acheter. Mais voilà, nous aujourd'hui, on s'interpelle là-dessus, quoi. Et donc il faut faire pression citoyenne pour que les maires portent le projet, que la préfecture cofinance et qu'on ait ces capteurs-là. Si pour vous, la priorité, le truc le plus important, c'est d'arrêter les épandages, et ben vous mettez vos 3 voix sur le numéro 2. 6. C'est les élus qui vont. 11, 1 et 6. L'idée c'est d'avoir une tendance, c'est pas d'abandonner tous les combats qui sont derrière. Qu'on soit d'accord, c'est plutôt de se dire par quoi on commence, sur quoi vous avez envie de vous engager, quoi. Là, ce qui ressort, c'est la question de moins de pesticides, avec 41 votes. La deuxième chose, c'est l'engagement des élus et de la préfecture pour le respect de la loi et fin de l'impunité des vergers. Stop à l'impunité. Stop à l'impunité, quoi. En troisième, arrêter l'expansion. Et en quatrième, plus de fumée. Quel est le maire qui a empêché les fumées? Quand il y a eu le fumée, moi je me suis levé le matin, quand j'ai vu le constat, j'appelais le lieutenant de gendarmerie. Le lieutenant de gendarmerie a dit on y est dessus, donc on s'en occupe. Entre-temps, nous on est allé sur le terrain voir comment ça se passait. On est allé voir les personnes qui étaient en difficulté. On a envoyé des agents s'occuper de ça. Moi j'ai appelé le maire de Giroussin, c'est le maire de la Bastide, pour savoir comment c'était à leur niveau. Et toute la journée, ça a été contact avec la préfecture, contact avec le procureur, de manière à ce que c'est pas nous qui allons éteindre les fumées sur une propriété privée. Ça, c'est pas possible. Moi, je rejoins madame, à ce moment-là, s'il y a un groupe de travail qui peut aider les élus d'un point de vue juridique, on est dans du juridique là, on n'est pas. Enfin, nous à notre niveau, c'est pas une action citoyenne quand même, c'est du juridique. On est accompagné déjà par VNE depuis plus d'une année. Le sujet, on le traite. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne fait pas notre travail. On le fait aussi avec nos moyens. On est une petite commune, on n'est pas une grosse commune qui a beaucoup plus de moyens, on le fait avec nos moyens aujourd'hui. Il n'empêche, je vous parlais des faits, je répète, dans les faits, aucun des maires n'a fait arrêter les fumées. Les premiers rapports avec le maire d'Ambre ont été assez musclés, puisque moi j'étais dans une
une angoisse, une colère. Enfin, c'était des émotions vraiment terribles à vivre. Et donc, une fois que les émotions sont passées, moi, je reste toujours très déterminée vis-à-vis des élus, puisque entre-temps, on a rencontré les maires de la Bastide, de Giroussens également, le député Jean Terlier. Et il faut quand même que tous ces élus sur le territoire réalisent en fait que c'est pas juste, juste de l'émotion, mais que maintenant on sait documenter et on sait à côté de quoi nous vivons. Le politique n'a pas tous les droits et les pouvoirs, mais à un moment donné, c'est lui qui peut jouer sur la loi, la faire voter, etc. Et il faut qu'ils prennent la mesure de leurs actes pour sauver la santé de leurs citoyens. Les maires ont un pouvoir. Les préfectures aussi, parce qu'il y a des cas précédents de collectifs qui se sont engagés pour lutter contre des entreprises qui faisaient des épandages aériens sans respecter les normes de sécurité. Et en maintenant la pression sur les élus locaux, il y a eu des arrêtés municipaux et des arrêtés préfectoraux qui ont obligé les entreprises à respecter certaines règles plus contraignantes, notamment en termes de distance. Notre association donc, a initié... Avant déjà ces épisodes de fumée, avait initié un dialogue avec différentes communes pour essayer justement de travailler sur l'impact des vergers, sur les habitants, l'environnement à tous les niveaux. Et ce phénomène-là a été accentué par les fumées. Finalement, on a réussi à mobiliser une concertation entre ces différentes communes qui ne se parlaient pas. Et là, très récemment, au mois de septembre, s'est tenue une première table ronde sur laquelle ont participé l'ensemble des communes impactées, les vergers de Fontorbe bien évidemment, et puis également quelques élus locaux, donc le président de la CCTA, le député. L'objectif, c'est qu'au final, on arrive à formuler un cahier des charges sur lequel chaque partie s'entend et se tiennent effectivement à l'appliquer. Dans quelle dynamique on est? Certains politiques, certaines mairies, je parle de Ambre, Giroussens, La Bastide, ont clairement compris ce que nous on dénonce depuis un moment, que c'est complètement aberrant comme choix de territoire. C'est suicidaire, c'est une folie. À l'heure actuelle, en 2021, dans un endroit qui n'est pas si dégueu, c'est pas si mal, on n'est pas très loin de Toulouse, c'est la campagne et c'est pas le grand sauvage, mais c'est pas si mal. De se mettre 350 hectares de filets blancs ad vitam, c'est-à-dire tout ce qui est repoussoir. Ce qui est repoussoir en ce moment, c'est la destruction des paysages, c'est l'agriculture industrielle et c'est les nuisances sonores. De se mettre ça au cœur du bassin, c'est démentiel. Et là, je ne parle pas de l'impact des produits phytosanitaires sur la santé des populations, qui bien sûr reste à prouver, on en est dans cette période historique-là. Hein. Je pense que dans 50 ans, on aura un léger sourire en évoquant cette drôle de période. Mais voilà, c'est des choix politiques qui sont absolument dépassés, quoi. Voilà. Ou alors il y a d'autres enjeux derrière qu'on ne connaît pas. Ouais, en tout cas, les enjeux d'emploi sont faux, puisqu'il y a 23 CDI, 23 salariés permanents, que ça emmerde 15 000 personnes quand même, que ça emmerde et que ça a une atteinte au niveau de la santé de 15 000 personnes. Ça, il y a des élus qui en prennent conscience, donc ces 3 élus dont j'ai parlé, Ambre, Giroussens, La Bastide, qui sont plus ou moins véhéments dans leur prise de parole et leur positionnement, qui sont en tant qu'élus aussi, qui essayent de sauver un peu certains trucs. Alors certains sont plus véhéments que d'autres, je dis pas, sur ces 3. Et après, le grand trou noir, c'est la ville de Lavore. On ne sait pas quel est leur positionnement. On sait qu'à la dernière réunion, la mairie de Lavore en place n'a pas souhaité prendre la parole. Voilà. Que a priori, le groupe de travail, qui est quand même une tentative de concertation, je dirais que ça a de la valeur, de pouvoir mettre autour de la table les vergers, donc les exploitants, les politiques locales et les représentants des citoyens. Et ça, c'est une initiative de Voré Nature Environnement.
Je veux dire, c'est nous qui avons tiré la charrue quoi, pour remettre tout le monde autour de la table, qui ressollicitons tout le monde à chaque fois. Là, ils commencent à comprendre que c'est un peu de valeur ce truc-là. Mais à un moment donné, voilà, les énergies associatives, elles ne vont pas pouvoir continuer à traîner ça toutes seules, quoi. Alors, petite information, sont déjà montés dans la salle les maires et la communauté de communes. On attend le député et on attend surtout la direction des vergers, qui n'est pas encore arrivée. Normalement, la réunion, c'était à 18 h. Il y a aussi le président de la Chambre d'agriculture et la FDSEA du Tarn qui doit être présente. Oui, monsieur Conseil, bonjour, je me permets de vous appeler par rapport à la réunion. C'était 18 h, donc il est 18h15 et je ne vous vois pas, donc voilà, je m'inquiète un peu. Merci de me tenir au courant. À tout à l'heure. Alors, information. Il y a une voiture qui est passée tout à l'heure, c'était le directeur des vergers et le président de la Chambre d'agriculture. Ils viennent d'appeler le député pour dire que, vu l'accueil, ils ne se sentaient pas en capacité de participer à la réunion. Donc, dans la salle, il y a tous les maires, il y a le président de la communauté de communes, il y a le député. La délégation qui était prévue va monter et on vous tiendra au courant pour la suite. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'être venus et il y aura d'autres mobilisations. Voilà. Merci pour le mépris des vergers. Bonjour à toutes et à tous. Juste une petite déclaration au préalable. Je représente un petit peu les citoyens des villes alentours, Giroussens, Ambre, la Bastide, Lavore bien sûr. On déplore que M. Crenier, les vergers ne soient pas là, ne soient pas représentés. Il y avait une délégation totalement pacifique qui était là juste pour manifester sa présence. Et voilà, et donc on attendait tous avec impatience sa venue. Il n'y a personne qui est venu. Voilà, on voulait juste dire que c'était pacifique et que voilà, on se sent pas tellement respecté pour rester sur des termes corrects. On aurait bien aimé la présence des gens qui sont concernés. Voilà. Si vous voulez intervenir, vous intervenez, mais qu'on soit prévenu en amont de votre intervention, que vous veniez manifester, il n'y a pas de sujet. Mais qu'on soit prévenu en amont, qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli, où au départ on doit avoir une réunion pour pouvoir discuter des solutions pour avancer dans un climat serein, et il est serein, et je vous remercie pour cela, mais qu'on soit prévenu que vous interveniez, que vous alliez faire votre manifestation, et qu'ensuite on vous reçoive, mais en amont, pas qu'on le découvre le jour de la réunion. Moi, je ne sais pas de quel cadre vous parlez, parce que c'est un peu spontané, quoi, le fait des citoyens qui arrivent pour manifester leur présence, mais en aucun cas, je pense qu'ils perturbent. Enfin voilà. Vous voyez, vous avez empêché une partie des. Non. Vous êtes arrivé à arriver jusqu'ici. Personne n'a empêché l'arrivée des gens jusqu'ici. Dans cette réunion, on considérait que votre présence à l'extérieur, sans qu'ils aient été prévenus, soit de nature à ne pas les faire venir à cette réunion. Donc quand je parle de perturber, c'est bien perturbé, puisqu'ils ne sont pas venus alors qu'ils étaient prévus initialement et qu'ils étaient sur le point de venir. Voilà, ça ne tient qu'à eux, c'est un peu facile. Ça me tient qu'à eux, c'est un peu facile. Ça, je ne suis pas leur porte-parole. Évidemment. C'est ce que j'ai l'impression. Là, c'est ce que je ressens par contre. Non. Je vous dis simplement moi, à titre personnel, que j'aimerais être prévenu, qu'on puisse échanger en amont. D'accord. Je suis tout à fait prêt à discuter avec vous demain, après-demain et la semaine prochaine, mais que je veux être prévenu. Et en ce qui les concerne, puisque c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, ils ont considéré que votre présence ne permettait pas d'avoir un cadre normal pour cette réunion. À quel moment les citoyens n'ont pas le droit de se rassembler et à quel moment on doit aviser quand juste c'était un mouvement pacifique. Après maintenant, les pommiers, ils ont fait le choix de ne pas monter. Vous voyez ? Vous êtes arrivés à monter, les maires des communes alentours sont arrivés à monter. Maintenant, non, mais vous voyez, on n'a pas bloqué leur voiture parce qu'on aurait pu arriver jusqu'à là. Vous voyez, on n'a pas fait ça. On n'est pas allé jusqu'à bloquer leur voiture pour les empêcher, tout ça. Mais après, on ne peut pas empêcher des citoyens de montrer leur mécontentement aussi. Voilà. Il y a un an, les citoyens ont subi quand même certaines choses. Voilà. Je pense que
ce monsieur, on n'est pas allé envahir ses portes ouvertes, voilà. On avait le droit quand même d'être ici, on avait le droit de dire notre mécontentement, d'avoir des pancartes, c'était totalement pacifiste. Après, il ne faut pas mettre sur la responsabilité du fait qu'ils ne soient pas venus. Voilà. À un moment donné, il faut remettre aussi les choses à leur place. Voilà. Je veux dire, sur la forme, je comprends l'intervention de notre député. Hein. Ça peut s'entendre. Moi, par contre, je dis aussi que je suis sur la forme très déçu, voire plus, de l'attitude du verger. Qui, nous, on est comme vous, on s'investit depuis les premiers jours dans ce dossier lourd. On a tous pris sur nous de venir là ce soir, on n'est pas prévenus. Moi, je l'ai dit en arrivant, je le prends. Autant je reconnais tout à fait ces pacifistes et voilà, qu'ils soient prévenus, pourquoi pas, mais je trouve qu'il n'y a pas d'agressivité du tout dans votre intervention. Et moi, en tout cas, je tiens à dire, je l'ai dit à mes collègues avant que vous soyez là, je le redis, je trouve déplacé qu'on n'ait pas été prévenus par les vergers de leur non-présence. Une table ronde sans eux, elle n'a pas de sens. Donc nous, on est venus, on a pris de notre temps. Il est bientôt 19h, on a tous des familles, on arrivait tous de réunion. On s'est investi pour le territoire. Je trouve que c'est, pour quelqu'un qui a nos téléphones, nos portables, etc., moi, je suis, sur la forme, je suis aussi, je tiens à dire, je suis très déçu de cette attitude-là, de ce comportement-là. Je suis quand même plutôt optimiste parce qu'on a quand même une combinaison de choses qui font que c'est allé très vite au départ. Typiquement, ce qui s'est passé au printemps avec les feux antigel, ça, en termes de colère des populations riveraines, enfin nous on l'a entendu à toutes les portes qu'on a tapées, hein, clairement. Et même ceux qui n'étaient pas particulièrement remontés contre les vergers, ils nous disaient tous ça, là ils ont dépassé les bornes, ça c'était inadmissible, ça ils ne doivent pas le refaire. Donc il y a eu cet événement-là dramatique et tragique pour les populations, mais qui a été quand même un déclencheur pour plein de gens. Et même si là, on a l'impression que c'est un peu retombé, c'est encore très vif dans les mémoires de chacun, quoi. Moi, je pense que s'il n'y a pas de mouvement citoyen à l'heure actuelle massif et AVNE, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On sait bien que cette concertation politique-là, elle mènera à quelque chose s'il y a une grosse pression citoyenne derrière. Et si les vergers sont acculés. On s'inscrit dans le temps donc avec VNE et avec d'autres citoyens, on veut aller plus loin et aller porter l'affaire en justice parce que c'est au tribunal aussi de juger ces méfaits. Et donc on a fondé un collectif citoyen qui s'appelle Respirons 81 pour porter cette affaire collective en justice et que ça s'arrête en fait. Le vrai défi, ça va être de mobiliser le plus de personnes qui viennent d'horizons différents, qui n'ont pas tous la même culture militante et de réussir, malgré toutes ces différences-là, à créer un vrai pouvoir collectif.